Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission du Money Time. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler de la Ligue des Champions et plus particulièrement du Paris Saint-Germain qui pour le moment n'est pas encore qualifié officiellement. Pour parler de football avec moi aujourd'hui nous avons trois chroniqueurs, Corentin, Joris et Val. Salut à tous les trois. Salut Timothée, salut tout le monde. Bonsoir Timothée, bonsoir à tous. Salut tout le monde. Comme je le disais juste avant, on va commencer en revenant sur le Paris Saint-Germain et son groupe, s'il peut être affiché derrière nous. Le Paris Saint-Germain qui pour le moment est deuxième derrière Dortmund qui va justement recevoir le Paris Saint-Germain, et derrière Newcastle et Milan qui sont pas très loin et qui peuvent également espérer une qualification même s'il faudra les circonstances. Pour commencer directement, on va revenir sur les clés du match entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund. Corentin, qui vois-tu gagner ce match? Pourquoi? Quelles sont les clés de Dortmund en ce moment? Les clés de Dortmund, d'abord, qui je vois gagner dans ce match? C'est très très compliqué de pronostiquer ce match parce que Dortmund c'est une équipe qui est assez irrégulière je trouve cette saison. Elle est capable du meilleur comme du pire. On l'a vu face au Bayern, ils ont littéralement coulé 4-0 dans le classiqueur, mais en même temps ils sont capables de gagner face à des Newcastle. Je pense qu'ils peuvent le faire face au PSG. Maintenant, le PSG joue un petit peu sa saison aussi sur ce match. C'est-à-dire que là, s'ils ratent ce match, s'ils perdent, et que derrière, que ce soit Newcastle ou Milan, un des deux gagne, voilà, la saison du PSG est ruinée parce que derrière, il faudra aller en Europa League et ce sera gâché. Donc, je pense que le PSG va quand même s'imposer pour ce match-là parce qu'ils n'ont pas le choix. Et juste pour en revenir aux clés du Borussia Dortmund, l'avantage du Borussia, c'est qu'ils vont être à domicile. Et il faut savoir que le Signal Iduna Park cette saison c'est monstrueux. Ils ont une seule, en fait. Comme tous les ans, ouais. À chaque fois c'est toujours impressionnant d'aller là-bas. Mais cette saison, il faut savoir que le Borussia n'a qu'une seule défaite à domicile. Ouais. Sur 10 matchs, ils ont 7 victoires, 2 nuls et une défaite. Et la seule défaite, je l'ai dit, c'était contre le Bayern. Joris, est-ce que tu penses que le Borussia Dortmund à domicile pourrait renverser le Paris Saint-Germain? Bah moi je pense que oui. Depuis le début de ces poules de Ligue des Champions, ils sont sur une seule défaite du coup face à Paris. Après du coup sur tous les matchs à domicile pour l'instant ils sont sur un nul et après une victoire, donc je pense que ça peut être jouable pour eux. Comme tu l'as dit, l'ambiance du stade est juste folle quand c'est des matchs décisifs comme ça. Après comme tu l'as dit aussi Corentin, Dortmund est assez irrégulier en saison, en Ligue allemande ils sont 5 ou 6e au classement, ouais. Donc c'est vraiment pas fou. Après Paris, tout dépend en fait de l'état de Paris. Paris, ils peuvent sortir un match parfait comme ils peuvent sortir un match désastreux avec des Kylian Mbappé qui sont presque invisibles. Donc tout dépendra de la tactique que va mettre en place Enrique et des joueurs qu'il va décider d'aligner. Et puis aussi tout dépendra du coup de la régularité de Dortmund. Mais moi je vois bien Dortmund s'imposer quand même et rester sur cette régularité qu'ils ont en Ligue des Champions. Justement sur la composition du Paris Saint-Germain, Warren Zaïre-Emery sera absent, tout comme Fabian Ruiz. Justement, Valentin, est-ce que quel milieu de terrain tu pronostiques toi pour Paris qui a l'habitude de jouer en 4-3-3 depuis le début de la saison? Alors peut-être que Enrique va quand même changer son milieu de terrain. Pour le coup, je le vois rester comme il a fait face au Havre, c'est-à-dire que il va falloir retravailler tout ça, mais pour le coup, il va falloir avoir un dispositif clair cette fois-ci, et surtout, je pense que c'est vraiment ce milieu de terrain qui aura les clés de ce match-là, et c'est Paris en fait qui détient vraiment les clés de cette double confrontation, parce qu'on l'a vu à l'aller, ils ont dominé ce match, mais ils peuvent se tirer une balle dans le pied tout seuls, et pour le coup, non, Paris doit faire le nécessaire. Mais je pense que il y a aussi des erreurs qui ne seront pas rééditées parce que cette fois la saison s'arrêtera net pour Paris. Ouais, contre le Havre, Enrique avait titularisé Fabian Ruiz au poste de récupérateur, mais il était sorti de la 7e minute de jeu. Toi Corentin, tu vois le même milieu de terrain du coup avec Lee, Ugarte et Vitinha à droite? Non, je vois quand même Ugarte et Vitinha, mais je vous concocte un petit milieu à 3 avec un numéro 10 qui est Marco Asensio. Je prends des risques parce que Marco Asensio il revient d'une assez longue blessure de 3 mois. Il n'a pas joué face au Havre. Il risque de jouer là ce week-end contre Nantes, mais il manque encore un peu de temps de jeu avant de vraiment être au top de sa forme comme il l'était en début de saison où là c'était un des plus décisifs du PSG. Voilà, je vois ce milieu à 3 avec en 10 Marco Asensio qui est juste monstrueux. C'est un homme d'expérience, il a fait tellement de choses avec le Real qu'il faut le mettre dans des matchs comme ça. Et en milieu de terrain, je vois bien Vitinha associé à Ugarte parce que
quoi qu'on en dise, voilà, son début de saison était incroyable parce que c'est quand même une recrue, c'est un peu la découverte de la Ligue 1 cette année. Et oui, il s'est loupé sur quelques matchs, mais là, je pense qu'un match aussi important comme ça, il sera un des joueurs clés et forcément Vitinha parce que en poste peut-être de relayeur, il est monstrueux aussi. Joris, t'es plutôt d'accord avec cet avis de mettre Asensio peut-être à la place de Lee pour apporter un peu d'expérience dans ce milieu de terrain qui est très jeune? Alors moi, je garderais quand même Lee, Vitinha et Ugarte pour commencer la rencontre au moins, parce que voilà, ils ont malgré tout commencé à avoir des automatismes sur ce milieu de terrain. Donc pour revenir sur ce que tu disais, Vitinha, quand il faut sortir les matchs qu'il faut sortir, c'est presque un Lionel Messi, il te sort des il te sort les dribbles qu'il faut, il te met les passes et les ballons où il faut. Ugarte parce que c'est solide défensivement pour récupérer les balles et c'est ce qu'il faut pour Paris. Quand Paris est pas bien, lui il est toujours là pour maintenir un peu les rangs et le bloc assez solide. Et ensuite, par contre, pour en revenir sur Asensio, moi je le ferais plus rentrer suivant l'évolution du match, parce qu'on sait qu'au Real Madrid, comme tu disais, quand des fois il rentre en super sub, il peut planter le but qu'il faut, il peut mettre la frappe qu'il faut, et quand il rentre frais et qu'il est vraiment dans le match, il peut être très décisif. Donc moi je le verrais plus comme ça. Il peut dynamiser ce match, ça c'est sûr. Après, moi, de notre expérience et de tout ce qu'on sait sur Enrique, Enrique n'est pas quelqu'un qui se réinvente beaucoup. Alors il va pas, je le vois mal changer son système de jeu, et je le vois bien garder du coup le système Lee, Ugarte et Vitinha qui n'était pas là contre Newcastle, et on voit cruellement que ça a manqué. Maintenant, Lee doit faire un meilleur match que ça, parce il a été très impressionnant en ce début de saison, parce qu'on n'en attendait pas beaucoup. Maintenant que certains cadres ou des joueurs qui étaient hiérarchiquement supérieurs à lui au PSG sont blessés ou indisponibles pour ce match, il va falloir qu'il sorte un grand match. Et pour moi, ça c'est sûr que le Paris Saint-Germain doit compter sur ces joueurs-là, et comme a dit Joris, compter sur un Asensio en plus en fin de match, comme on a vu peut-être face à Newcastle. Et je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais cette année j'ai l'impression que vraiment c'est le milieu de terrain, c'est le gros point faible, on va dire, du PSG. J'ai un point marquant, mais à partir du moment où tu as un jeune de 17 ans qui est la star là où sur qui tout repose en fait dans ce milieu de terrain. C'est l'un des joueurs du Paris Saint-Germain qui a le plus joué cette saison. Ouais, et on a l'impression que tout repose sur lui. C'est-à-dire que quand il est pas là, on dit qu'il va pas être là pour Dortmund. Oh là là, mon Dieu, c'est horrible. Alors que quand même, c'est le PSG. Enfin, je veux dire, il a 17 ans. Laissez-lui un peu tranquille. Enfin, je veux dire, c'est quand même inquiétant. Après, sur ce que tu dis, je suis désolé, mais l'attaque aussi, peut-être en championnat, ils arrivent à planter des buts, mais en Ligue des Champions, c'est assez pauvre. Hein. Quand tu fais jouer, quand t'achètes des Kolo Muani ou des Ousmane Dembélé et que Dembélé arrive pas à en planter un, alors que des fois il a la cage qui est ouverte, ou même Kolo Muani qui est censé être un buteur qui arrive pas à mettre un but quand il faut, c'est aussi assez inquiétant pour Paris, surtout que si jamais il passe en huitième de finale, parce que je pense que ce sera pas pardonnable. Ils sont mal utilisés aussi, les attaquants. Ouais. Ils sont très mal utilisés, j'ai l'impression, ces attaquants. Déjà, quand t'as 3 profils similaires en attaque, ça peut pas fonctionner. Il manque un profil dans le style, mais un profil à la Giroud qui est capable de vraiment faire ce rôle de faux neuf. Chercher le PSG au mercato, mais ils ont pas trouvé. Parce que Kolo Muani, au final, on voit bien que c'est un peu un profil similaire que ce soit Mbappé ou Dembélé. Et même cette concurrence avec Gonzalo Ramos, on sait pas forcément si c'est très utile, vu que finalement il y en a. Enfin, même si Kolo Muani s'est un peu placé au-dessus de Gonzalo Ramos pour Enrique. Et c'est ça aussi le problème. C'est-à-dire que beaucoup réclament aussi que Ramos ait plus de temps de jeu, parce qu'à chaque fois qu'il rentre, il prouve quand même pas mal de belles choses. Même avec le Portugal, quand il est en rythme, il plante à chaque rassemblement. C'est vrai. Mais par exemple au milieu de terrain, tout à l'heure tu parlais de Warren Zaïre-Emery qui ne devrait pas avoir ce statut-là au PSG. Et je trouve que c'est ce qui manquait au PSG, le fait d'avoir des joueurs qui en fait qui bousculent la hiérarchie de ce milieu de terrain, des joueurs qui veulent mériter leur place et qui veulent jouer plus souvent. Au PSG, les dernières années, s'il n'y avait pas du Verratti, pas du Gay, tu perdais cruellement en qualité. Ah oui. Et là, ils ont de la chance même d'avoir un Carlos Soler qui est quelqu'un que j'aimais bien avant qu'il arrive au PSG et qui est un garçon pétri de talent, mais qui là, même si vous voyez, il y a des ajustements, il y a de la profondeur. Et on a de la chance cette année d'avoir un PSG avec beaucoup de profondeur, et c'est peut-être ce qui va jouer face à un Dortmund qu'on sait très court sur ce point-là. Alors là, du coup, je te rejoins pas sur ce point, parce que il y a beaucoup de profondeur, mais il y en a peut-être trop, dans le sens où Enrique, j'ai l'impression que chaque match,
ils n'alignent pas le même 11. Ouais, il y a du manque de rythme. Et au-delà du milieu de terrain, on a aussi le poste de gardien de but. On a vu Donnarumma recevoir un carton rouge au dernier match contre le Havre. Il a été remplacé par Tenas qui a fait un gros match, Valentin. Est-ce que tu penses que le Donnarumma titulaire indiscutable, c'est évident aujourd'hui? Alors j'ai jamais vu autant de supporters parisiens vraiment se réjouir du remplacement de Donnarumma. On savait qu'il était énormément décrié. Ce début de saison-là, il est pas à sa hauteur. En fait, il fait des très bons matchs, mais c'est pas régulier, surtout pour un gardien de sa trempe. Et là, ce qu'a fait Tenas contre le Havre, ça vient un peu chambouler tout le monde dans les esprits. Pour moi, Donnarumma doit rester le portier du Paris Saint-Germain. Il faut pas se reposer sur ça. Tenas n'a pas l'envergure ni ne peut pas prétendre à être le gardien titulaire pour un match qui va sauver la saison du Paris Saint-Germain, parce que la saison va se jouer mercredi 13 décembre et Donnarumma doit être dans les cages, parce que Donnarumma est un gardien formidable, et ça on l'oublie un petit peu. Il a sauvé à maintes et maintes reprises des matchs du PSG. Le dernier match il y a un match contre Reims où Paris peut perdre ce match malgré un triplé de Kylian Mbappé. Avant que Kylian plante ses buts. C'est Donnarumma qui sauve la baraque, et ça à de nombreuses reprises. Alors certes, il a pas le meilleur jeu au pied du monde, hein. On sait que les joueurs, les supporters préféraient un Ederson à sa place. C'est ça, ouais. Mais c'est suffisant, et surtout peut-être que aussi Paris doit moins mettre en danger son gardien, qu'on sait avoir un jeu au pied si mauvais. Donc là après ça en convient d'un schéma tactique, et non, du coup, pour abréger, Donnarumma doit rester le gardien titulaire du Paris Saint-Germain. Ouais, Joris, t'es d'accord avec ça ou pas? Je suis assez d'accord, même si Donnarumma, on l'a déjà vu en 8e de finale contre le Real Madrid, il a aussi fait des boulettes, et des fois il n'est pas assez concentré à mon goût. Il a malgré tout l'expérience que n'a pas Tenas en Ligue des Champions. Il a quand même un titre de champion d'Europe, donc je pense que quand il sait qu'il fait des boulettes, et que des fois il n'est pas dans son match, mais quand il s'agit d'être décisif, il l'est quand même. Il sort les arrêts qu'il faut, et comme tu as dit, il garde la baraque. Donc certes, comme a dit Valentin aussi, son jeu au pied n'est peut-être pas efficace ou incroyable, mais il a cette expérience que n'a pas Tenas, qui fera qu'il sera titulaire, et que il n'y a pas de discussion à avoir sur le gardien. Bon, on va juste revenir rapidement avant de faire des petits pronostics sur cette issue de la poule, du coup, sur le match Newcastle-AC Milan qui jouera du coup à Newcastle. Corentin, qu'est-ce que tu penses de ce match, et est-ce que tu penses que Newcastle pourrait gagner et entraîner peut-être la victoire obligatoire pour Paris? J'ai l'impression de voir les 4 mêmes équipes dans cette poule. Tellement d'irrégularité du côté de Newcastle, et encore pire aussi du côté de Milan. Je pense que Newcastle peut gagner, va gagner même, je pense, mais ce sera un match très très serré, parce qu'en fait Newcastle, ils ont fait un début de saison en première ligue exceptionnel. Ils arrivent à battre des Chelsea, des United et des Arsenal, mais par contre derrière City aussi, et derrière on a l'impression que il manque cette régularité du côté Newcastle pour vraiment passer un cap en étant vraiment un très très gros club. Je pense qu'ils vont quand même pour ce match gagner face à Milan. Ouais, Joris, d'accord avec ça? Ouais, je suis assez d'accord, surtout que le match est à Newcastle. Donc pour moi, oui, Newcastle fait les exploits. Ils ont battu 4-0 Paris. En Ligue des Champions, ils sont là, ils sont présents. On les a attendus au tournant, et même si certaines fois ils sont irréguliers, ils ont quand même montré qu'ils étaient là dans une poule assez relevée. Donc oui, je vois bien Newcastle s'imposer, surtout que Milan, ça fait un certain temps, depuis je crois octobre, qu'ils sont assez irréguliers et qui font pas, qui font des matchs qui sont censés gagner et qui ne gagnent pas. Donc je pense que Newcastle va s'imposer sur ce match. Et juste pour dire une petite précision, il ne faut pas oublier que Nick Pope sera absent pour ce match. On sait que c'est un des meilleurs gardiens de Première Ligue. Le fait qu'il ne soit pas là pour Newcastle, ça va aussi être un peu difficile. Justement, Valentin, à Newcastle sans son gardien, qui en plus va peut-être jouer dans la peur, parce que pour l'instant ils ont leur place en Ligue Europa, face à un AC Milan peut-être avec un peu plus d'expérience, et qui va jouer le tout pour avoir une place en 8ème de Ligue des Champions ou une Ligue Europa, peut pas essayer d'accrocher cette équipe de Newcastle et remporter ce match? Alors on l'a vu, Nick Pope, c'est un gardien formidable de Première Ligue. Il est vraiment dans une forme étincelante. On parle d'ailleurs de Gea pour le remplacer, ou de Aaron Ramsdale. Après ça ce sera dans un futur proche. Mais pour ce qui est là de maintenant,
Newcastle peut très bien le faire sans son gardien titulaire. Ils ont des qualités à tous les étages. Maintenant, on les a vus, ce groupe-là est très serré. Il y a il y a 4 très bonnes équipes, mais aucun match ne l'est vraiment. Juste comme on a l'habitude de le faire assez régulièrement, on va faire des petits pronostics du coup sur l'issue de cette poule, et on va commencer avec toi Valentin du coup sur cette poule Dortmund, Paris, Newcastle, Milan, qui va sortir premier, deuxième, troisième et qui va être éliminé. Bah alors là, il n'y a pas de doute parce que Dortmund est qualifié. Maintenant, qui sera le deuxième ? Je vais mettre ma pièce sur Paris parce que peut-être il y a un manque d'objectivité et qu'on a envie de les voir passer. Mais pour moi, franchement, ils doivent sortir déjà premiers de ce groupe-là s'ils veulent prétendre à leurs ambitions. Donc ouais, Dortmund premier et deuxième Paris. Maintenant, je pense que le reste va pas bouger et je pense que Newcastle va prendre cette troisième et Milan la quatrième place. Joris, ton prono sur cette poule ? Alors moi je vais peut-être décevoir les supporters parisiens et français, mais ouais, moi je vois bien, je vais garder mon idée que Dortmund va s'imposer contre Paris à domicile sur un match très serré, et malheureusement je vois aussi Newcastle du coup battre Milan, donc je pense que Paris va prendre la porte de l'Europa League. Pas assez satisfaisant pour eux, mais je pense que Newcastle, sur la saison qu'ils ont fait l'année dernière, et là même le début de saison et le début de ce qu'ils font en Ligue des Champions, mériterait de passer aussi. Donc pour moi, ce serait pas choquant de voir Newcastle passer et Paris en Europa League et Milan dernier. Corentin, est-ce que tu vois le Paris Saint-Germain être éliminé lui aussi ? Non, enfin je ne veux pas l'imaginer parce que ça aurait des répercussions énormes pour le football français. Non, je suis comme Valentin, franchement. De toute façon, j'ai dit tout à l'heure que Paris allait gagner. Donc si Paris gagne, Paris sera premier. Dortmund forcément qualifié, donc deuxième, et entre Newcastle et Milan, je pense que Newcastle va passer en Ligue Europa et du coup Milan sera dernier de ce groupe. Bon, on en reparlera après ces matchs. Maintenant on va poursuivre plutôt avec une deuxième partie sur les autres poules et les équipes qui vous ont impressionné et qui ont montré qu'ils pouvaient faire quelque chose de grand dans cette Ligue des Champions, et on va commencer peut-être avec le plus évident, on va dire, et Manchester City. Valentin. J'avoue que pour ça, je me mouille pas trop. Mais franchement, que penser de cette performance et surtout de ces 5 matchs remportés, ces 5 matchs, 5 victoires, c'est net. Le dernier match nous a aussi d'ailleurs un peu mis devant le fait accompli parce que Leipzig menait 2-0, Leipzig faisait déjouer City. Après, on a quand même assisté à un City dominateur. Mais du coup, City a remonté et surtout, c'est le champion en titre. Et même avant que la phase de poule commence, tous les bookmakers et même les spécialistes de certaines rédactions avaient pronostiqué City comme champion, comme quoi ils allaient ressoulever cette Ligue des Champions cette année. Donc pour moi, ils ont pas perdu en qualité, ils ont eu des cadres qui sont partis, on a du Gundogan, on a un De Bruyne qui est blessé, mais De Bruyne va revenir. Et Guardiola arrive toujours à réinventer de nouveaux systèmes de jeu. Quand Haaland n'est pas en forme, on a Alvarez des grands soirs, Grealish, Doku. Donc pour moi, cet effectif est tellement qualitatif, même derrière, il y a tellement de bons joueurs que je vois même pas quelle équipe peut venir taquiner. Et en vrai, je vais redire ce que j'ai dit à Paris, mais avec Paris, c'est les deux seules équipes qui peuvent se tirer une balle dans le pied avec cette peur de gagner qu'on a vu que récemment chez ces deux équipes-là. Donc maintenant, il va falloir qu'ils assument leur statut de champion d'Europe et qu'ils aillent au bout. S'il fallait retenir une faiblesse peut-être de Manchester City cette année, tu dirais quoi ? Peut-être la perte de latéraux de qualité. On a vu qu'il y avait des Cancelo qui étaient un latéral fabuleux qui puait le football. On a un Walker, mais un Walker vieillissant, à voir ce que ça peut donner. Donc ouais, c'est peut-être sur ses côtés, ou sinon j'y arrive toujours pas à accrocher, mais c'est Ederson, un gardien qu'on sait bon au pied mais mauvais sur sa ligne, donc City va devoir couvrir ses faiblesses et les dissimuler le mieux possible. Ouais, Joris, pour toi, l'équipe qui t'impressionne sur ces phases de poule de Ligue des Champions, c'est le Borussia Dortmund. On en parlait un peu avant, mais tu voulais en dire un peu plus. Alors on en a reparlé déjà un peu avant, mais pour moi, Dortmund, ils impressionnent. On les attendait pas à ce niveau sur cette poule avec 3 grosses équipes aussi qui méritent toutes de passer, clairement, et qu'on les voit déjà premiers. C'est quelque chose d'assez surprenant. Et même sur leur faiblesse, du coup, en Ligue allemande, ils sont 5e, donc c'est pas fou, mais
on a une équipe qui reste solide, on a un Marco Reus et un Julian Brown qui sont en forme, et on a même derrière les milieux défensifs avec Emre Can qui sont aussi en place. Donc franchement, je vois pas ce qui pourrait les arrêter. Après, attention, parce que voilà, ils sont en confiance, mais les huitièmes de finale, c'est un tout autre jeu, c'est d'autres matchs, c'est de l'aller-retour, donc il faut qu'ils gardent cette régularité en Ligue des Champions s'ils veulent espérer aller plus loin. Mais pour moi, ouais, Dortmund, c'est solide cette année, et ça peut être l'outsider qu'on n'attend pas, qui sort déjà d'une poule dure et qui peut espérer aller loin. Après, justement, aller loin, enfin toi tu penses que Dortmund peut atteindre quel stade de la compétition ? Dortmund pourrait déjà, s'ils ont un bon tirage en huitième de finale et qu'ils finissent premier de cette poule, arriver au quart. Après, quart, à voir contre qui ils tombent, mais on a déjà vu des équipes comme ça qui arrivent dans le dernier carré et qui sont passées par un bon tirage, mais qui font aussi des exploits, c'est déjà arrivé. Donc déjà quart sûr, et puis après dernier carré à voir. Ouais, puis c'est une équipe quand même vraiment surprenante Dortmund, parce que franchement, ils ont eu tellement de départs importants cet été. Ils ont eu au moins 6 ou 7 joueurs majeurs qui sont partis d'un coup. Ils ont réussi à se reconstruire derrière et à finir du coup qualifiés dans un groupe très très relevé où c'est quasiment des niveaux similaires, et ouais, Dortmund, c'est impressionnant qu'ils arrivent à faire ça. Après, malgré tout, ils ont quand même pas mal de faiblesses. On sent que c'est une équipe qui est très prenable aussi. On l'a vu, Paris l'a fait au match aller, et en fait ils m'impressionnent par rapport aux résultats qu'ils obtiennent. C'est là que quand je les vois, je me dis mais c'est pas oufissime quoi. Enfin, c'est pas, je vois pas un très grand club, et pourtant les résultats sont là derrière. Même si en Bundes c'est pas encore ça effectivement. Et pour toi, Corentin, ton équipe, c'est une équipe plutôt surprise qui est pour le moment première de son groupe et qui est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale, c'est la Real Sociedad. Si on part d'une surprise, là je pense que c'est la grosse surprise de cette Ligue des Champions, la Real Sociedad, qui vient un peu de nulle part, on peut dire ça. Enfin, c'est une équipe qui est en construction depuis pas mal d'années, depuis on va dire 2018 quand le coach est arrivé. C'est une équipe qui est vraiment en train de monter en puissance jusqu'à atteindre là du coup les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Ça faisait 20 ans qu'ils n'avaient pas atteint les huitièmes, et ça faisait 10 ans qu'ils n'avaient pas participé à une seule Ligue des Champions dans leur histoire. C'était à l'époque Griezmann. Il me semble que c'était la Real Sociedad de Griezmann, mais donc depuis ce temps-là ils n'avaient pas participé à une seule Ligue des Champions. Là, ils participent pour la première fois depuis 10 ans. Ils terminent premier d'un groupe avec quand même l'Inter, Salzbourg et le Benfica. Ce sont des équipes très difficiles à jouer. Très intéressant ce groupe. Très très intéressant, ouais. En termes de niveau de jeu, c'est assez resserré. C'est un peu comme le groupe du PSG. Donc ouais, c'est une équipe qui est impressionnante. Et c'est une équipe qui a pas mal de joueurs locaux, j'ai envie de dire. Pas mal de joueurs formés au club. Ils ont que 7 joueurs étrangers en tout dans leur club, dans cet effectif. Ils ont vraiment construit petit à petit, comme je disais, cet effectif depuis 2018. On a des joueurs qui sont là depuis pas mal d'années comme Merino, Oyarzabal ou autres. Et vraiment, je trouve que c'est une équipe très intéressante à regarder, à voir jouer. Et par contre, je le dis clairement, c'est pas une équipe que je vois aller très très loin. Je pense que les demi, ça me paraît déjà peu atteignable. Par contre, pourquoi pas revoir un remake de l'Ajax 2019, passer les huitièmes. Passer les huitièmes, et je pense que c'est une équipe qui est capable de taper un gros, vraiment. Ouais. L'Inter, là, ça va être le match pour la première place. Je pense qu'ils ont toutes leurs chances pour gagner face à l'Inter, même si ça va être compliqué. Mais ce sera à Milan en plus. Ce sera à Milan, mais c'est une équipe qui est capable de le faire. Elle est très très surprenante. L'Inter est un rouleau compresseur quand même. Ouais, là cette année c'est quand même effrayant. Et juste pour finir avant le jeu de l'émission, on va revenir sur le RC Lens qui est donc éliminé de la Ligue des Champions, mais qui peut toujours se qualifier pour la Ligue Europa. Ce serait quand même une belle opération malgré leur groupe qui n'était pas si relevé, avec certes Arsenal, mais ensuite le PSV qui fait quand même une bonne saison, et le FC Séville. Est-ce que vous pensez que le RC Lens est maintenant a toutes ses chances pour se qualifier en Ligue Europa ? Pour l'instant, ils ont 5 points et le FC Séville 2 points. Ouais, oui, ils ont encore leur chance pour se qualifier en Ligue Europa. Après, je trouve qu'il y a quand même une petite contre-performance de la part des Lensois. Enfin, petite, oui, parce que je les voyais pas quand même atteindre non plus la première place, mais je pense qu'il y avait une petite place à se frayer pour aller ne serait-ce qu'en huitième de finale. Il y a eu ce match contre Arsenal, je pense qu'on va pas trop y revenir, mais c'était une raclée, un non-match, donc c'était un peu surprenant. Je pense qu'en fait on a été trop je sais pas comment on peut dire ça, ébloui par rapport à la performance de
face à Arsenal au match aller, où au final on a très vite vu que Arsenal les a pris au sérieux au match retour. Ça donnait un 5-0, 6-0 pardon. Mais 5-0 mi-temps. Mais 5-0 à la mi-temps, Donc, c'était effrayant ce qui s'est passé. Mais non, Lens par contre peut clairement aller en Ligue Europa. Je pense pas qu'ils iront très très loin en Ligue Europa, mais c'est la compétition qui leur convient le mieux au final. Non, moi je l'ai dit sur ce siège-là il y a 2 semaines. Pour moi, la victoire contre Arsenal, c'est l'arbre qui cache vraiment la forêt du RC Lens. Et c'est plus une contre-performance d'Arsenal, ce match-là, vraiment une victoire du RC Lens. Alors certes, il y avait tout l'engouement, il y avait une vraie ambiance à Bollaert ce soir-là, et c'est ce qui a poussé. Des fois, le football fait qu'on assiste à des rencontres pareilles. C'était un peu un hold-up en vrai. Mais c'est un peu la magie du football. Maintenant, je les vois pas aller en Coupe d'Europe juste après. Il y a un manque d'expérience, il y a un manque de talent même dans cette équipe. Je vais peut-être fâcher nos mais il y a trop de problèmes. Il y a trop de problèmes. Mais il y a beaucoup d'incohérences, et surtout quand on voit que le PSV et Séville, eux, c'est pas ce qui leur manque, et puis même ils arrivent à être en forme, à avoir des ressources et de la profondeur de banc. Donc non, pour moi ça va pas le faire. Et juste pour revenir vite fait sur ce que dit Valentin, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes dans cette équipe. C'est-à-dire que quand tu regardes le milieu de terrain, c'est un milieu de terrain fantomatique qui n'apporte rien au jeu. Il y avait Abdou Samed contre le PSV, il y avait Abdou Samed aligné avec Nampalys Mendy, où c'était fantomatique, c'était vraiment n'importe quoi. Et en face, devant, il y a un manque de finition. Il y a beau avoir Eli Wahi, on voit que ça prend pas vraiment depuis le début de saison. Il y a juste derrière où à la limite ça passe, mais bon, ça passe avec un 6-0, on peut pas trop dire ça. Non, c'est sûr que c'est la défense qui est bonne, ouais. Mais Wahi est trop esselé devant, il est pas aidé, les relayeurs sont pas bons. Tu peux pas mettre quelqu'un qui a été au placard pendant 5 ans à Leicester dans un match de Ligue des Champions maintenant. Alors certes, il était très très bon à Nice, Nampalys Mendy, j'ai adoré ce joueur-là, mais tu peux pas mettre Abdul Samed, Nampalys Mendy ou j'ai oublié le petit Diouf, ouais. Diouf, le petit de balle. Donc non, alors ça leur servira de leçon, ça leur servira pour la prochaine fois, mais l'effectif n'est pas construit pour un 8e de finale de Ligue des Champions. À voir s'ils arrivent à accrocher une place en Coupe d'Europe. Ouais, tout se jouera contre le FC Séville, il jouera à domicile le RC Lens, donc c'est sans doute le match le plus évident de cette poule pour eux, le 6e et attention à Séville pour la Ligue Europa, ils sont prêts à tout. Sergio Ramos. Ouais, mais à domicile, ça reste l'équipe quand même la plus abordable, la plus facile à battre. Bien sûr. Mais ça, c'est pas gagné d'avance, évidemment. Bon, on va finir cette émission avec un petit jeu spécial Ligue des Champions et spécial Paris Saint-Germain. Okay. Vous allez tenter de me trouver les 10 meilleurs buteurs du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions all-time. Ok. Voilà. All-time. Okay. All-time. Corentin, je te laisse commencer. Oh, il doit y être Kylian Mbappé. Kylian, il est premier avec 37 buts. Edison Cavani. Cavani est deuxième, 30 buts. Zlatan Ibrahimovic. Ibrahimovic est bon, 4e. Neymar. Neymar, 3e, c'est bon, vous avez les 4 premiers. 3e avec 22 buts, Joris. Ok. Allez, Jérémy Ménez. Il doit y être, non ? Jérémy Ménez, non, il est pas dedans. C'était osé, éliminé, Joris. Angel Di Maria. Di Maria, il est là, 5e. 5e avec 14 buts. C'est le dernier avec plus de 10 buts. 14 buts. Corentin. En fait, moi j'avais Di Maria, c'est ça qui me pose problème. J'ai envie de remonter plus loin. J'ai 2 noms en tête, mais là. Allez, Paoletta. Paoletta, non. Bah non. Malheureusement, Valentin peut-être pour la gagne. Lavezzi. Lavezzi, il est là. Lavezzi, il est là. Oui. Il est 9e dans le classement avec 7 buts. Donc là, il vous manque le 6e, le 7e, le 8e et le 10e. Allez, Pastore. Pastore, non, Pastore, il n'est pas dans le classement. Joris. Vous cherchez un peu compliqué. Allez, je vais dire Georges Weah. Ouais, et Georges Weah, il est dedans, 8e, bien joué, avec 7 buts. Matuidi. Matuidi est là, il est 10e avec 7 buts. Matuidi. Ouais. Ok. Incroyable. Et il vous en reste 3, dont un qui joue encore. Qui joue encore ? Paris Saint-Germain. Ouais. Marquinhos. Marquinhos, il est là. Avec 7, il est 7e avec 9 buts. Et il vous manque le 6e qui était encore au club l'année dernière. Messi. Bon, c'est le dernier que vous avez trouvé, c'est assez surprenant, mais oui, Léo Messi est bien dans le classement, il est 6e avec 9 buts. Bon, c'est la fin de cette émission, le jeu a été un peu compliqué pour tous les trois. Bon, merci de nous avoir regardés, merci à la régie qui est là derrière pour pouvoir animer cette émission. On se retrouve très prochainement pour débattre autour d'un nouveau sujet. Bonne journée ou bonne soirée à tous.